Conférence de presse du Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, et du Premier ministre de Hongrie, Viktor Orbán, lors de sa visite de travail à Bratislava, ce 21 janvier 2025. Discours de Robert Fico. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, indépendamment des divergences d'opinion qui peuvent exister, je tiens à souligner qu'une amitié solide n'a pas besoin de démonstrations particulières pour se manifester. Et c'est justement dans les moments importants comme aujourd'hui que cette amitié devient évidente, car une visite officielle comme celle-ci est une preuve tangible de relations étroites et sincères. Aujourd'hui, la scène politique nationale est très animée. Et cela est tout à fait normal, car de nombreux gouvernements se succèdent et cherchent à s'adapter à la réalité. Ceux qui gouvernent, tout en étant attentifs aux attentes de la population, doivent également relever les défis qui se posent à eux. En ce moment, il est crucial de réfléchir à notre position et à la manière dont nous devons réagir aux défis qui se présentent. Je me permets, Monsieur le Premier ministre Viktor, d'évoquer avec vous le fait que, dans les médias slovaques, il a été suggéré de prolonger l'invitation à visiter officiellement la Slovaquie à l'occasion du 30e anniversaire de la signature des accords fondamentaux entre la Slovaquie et la Hongrie. Ces accords ont jeté les bases d'une coopération solide et de relations amicales entre nos deux pays. Je suis convaincu que cette coopération est particulièrement précieuse, et je tiens à souligner l'importance de notre relation bilatérale, qui a permis d'élever les relations slovaco-hongroises à leur meilleur niveau historique. Monsieur le Premier ministre Orbán, je respecte profondément votre engagement à promouvoir cette coopération et à renforcer les relations entre nos deux nations. Nous devons également reconnaître que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont communs à tous les pays membres de l'Union européenne. Ces défis nécessitent une réflexion stratégique et une approche concertée. Permettez-moi de souligner que notre région, tout comme d'autres parties du monde, se trouve à un moment crucial de son histoire, et il est impératif que nous prenions des décisions qui garantissent le bien-être et la sécurité de nos citoyens. Je tiens à rappeler que la Slovaquie considère l'Union européenne comme son espace vital naturel, mais cela ne signifie pas que nous acceptons aveuglément toutes les décisions prises à Bruxelles. Nous défendrons toujours les intérêts souverains de notre pays, et veillerons à ce que notre voix soit entendue. Concernant les relations internationales, nous avons également abordé aujourd'hui les perspectives de coopération avec des partenaires hors de l'Union européenne, notamment en matière énergétique et militaire. La récente décision unilatérale du président ukrainien Zelensky de stopper le transit de gaz à travers le territoire ukrainien est un exemple frappant des défis auxquels nous sommes confrontés. Cette décision ne nuit pas seulement à la Slovaquie, qui perd des revenus de transit, mais exerce également une pression énorme sur les prix de l'énergie dans toute l'Union européenne, y compris en Hongrie. Nous sommes fermement convaincus que l'Union européenne a pour mission première de protéger les intérêts de ses États membres. C'est pourquoi nous continuerons à faire entendre notre voix à la Commission européenne et à plaider pour des solutions qui garantissent la sécurité énergétique et économique de nos citoyens. Après ma visite en Turquie hier, j'ai partagé avec Monsieur le Premier ministre Orbán des informations sur les possibilités d'approvisionnement en gaz via le corridor sud. Je tiens à remercier Monsieur le Premier ministre pour sa compréhension et son soutien. Tout comme nous avons trouvé un terrain d'entente avec nos partenaires turcs, nous constatons également une solidarité et une volonté de coopération de la part de nos partenaires hongrois. Dans le domaine militaire, je suis convaincu que nos deux pays peuvent développer des programmes communs qui seront mutuellement bénéfiques. Cela explique la présence à cette réunion du vice-premier ministre et du ministre de la Défense, ainsi que des ministres des Affaires étrangères, car ces questions nécessitent une approche globale et stratégique. Par ailleurs, un grand nombre d'initiatives sont en cours au sein de l'Union européenne, et c'est pourquoi les ministres des Affaires étrangères étaient également présents à cette rencontre, prêts à discuter des questions relatives à la politique extérieure et à l'énergie. Je voudrais résumer cela, cher Viktor, en une seule phrase et dire « excellente rencontre ». En 1h30, nous avons même mangé, donc on peut le dire de manière humaine, mais en même temps, nous avons abordé énormément de sujets. Nous n'avons pas besoin de formalités spéciales pour cela. Peut-être pas de soldats en rang, bien que cela soit également approprié. Si tu viens le 19 mars, nous te recevrons en Slovaquie avec tout le respect, l'honneur et toutes les formalités qui se doivent pour une visite officielle. C'était ainsi, avec tout le respect, peu importe ce qui pourrait manquer, je dirais que ce fut une rencontre amicale et pleine d'opportunités. Cela montre que nous pouvons travailler ensemble, indépendamment de certaines difficultés. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude que nous avons la possibilité d'en discuter et de trouver des solutions. Aujourd'hui, la scène politique nationale est très diversifiée. Et c'est normal, car beaucoup de gouvernements sont en période de transition. Ces gouvernements doivent gérer leurs affaires pour que la transition se passe bien.
Il est bien connu maintenant comment nous réagirons face à cela, et ce qui nous est attendu. Un instant particulier, cher Président, c'est que je voudrais te dire aussi que les médias slovaques, au 19e anniversaire, ont recommandé de t'inviter pour une visite officielle en Slovaquie. Pour marquer l'anniversaire des accords fondamentaux entre la Slovaquie et la Hongrie, ce serait une manière de souligner la coopération positive et les relations amicales. Je pense que cet anniversaire est significatif, mais nous devons aussi respecter les années de coopération qui ont assuré que la qualité des relations entre la Slovaquie et la Hongrie est aujourd'hui à son plus haut niveau. Je tiens vraiment à saluer cela, et à souligner que cette relation est fondamentale pour la Slovaquie. Je respecte que nous ayons souvent des opinions divergentes avec d'autres pays, mais les relations doivent rester fortes. Il est vrai que la culture que nous partageons avec la Hongrie n'est pas la même que celle de certains autres voisins, mais c'est la beauté de notre diversité. Cependant, il y a des moments où nos opinions divergent, et nous devons travailler à renforcer nos positions respectives, que ce soit avec l'opposition ou au sein d'une coalition. Cela implique de comprendre que les organisations slovaques-hongroises et les initiatives doivent trouver des solutions pour renforcer cette coopération. De plus, je suis convaincu que l'Union européenne ne doit pas changer de manière radicale. Nous ne pouvons pas compromettre la stabilité de notre alliance. C'est pourquoi notre position, que nous avons partagée il y a quelques minutes, est très claire et suit les principes définis par l'organisation slovaque. Le monde évolue de manière dynamique, et l'Union européenne doit répondre aux défis qui se posent. C'est notre devoir de nous assurer que la Slovaquie reste un acteur fort, fidèle à ses engagements et à ses intérêts dans l'Union. Mais cela ne signifie pas que nous devons sacrifier nos principes au détriment de notre souveraineté. Encore une fois, nous appliquerons notre politique pour assurer notre autonomie et protéger les droits des citoyens slovaques. Je souhaiterais également souligner l'importance de la coopération avec d'autres pays et régions, notamment les pays qui partagent des intérêts similaires aux nôtres. Lors de notre rencontre récente avec le président des États-Unis, Donald Trump, nous avons discuté de questions de sécurité énergétique, de relations commerciales et d'autres enjeux mondiaux. Nous continuerons à travailler pour éviter que la Slovaquie soit dépendante de sources d'énergie plus coûteuses, tout en explorant toutes les possibilités pour garantir la sécurité énergétique à long terme. Je tiens à remercier le Premier ministre pour sa compréhension et à souligner que nous avons trouvé un soutien mutuel auprès de nos partenaires turcs, et que nos relations avec les Hongrois seront également essentielles à cet égard. Nous avons un programme qui pourra être bénéfique pour les deux pays, renforçant notre coopération, notamment dans les secteurs de la défense et de l'énergie. De plus, nous avons d'innombrables initiatives au sein de l'Union européenne, ce qui nous permet de diversifier nos approches et de renforcer nos relations avec d'autres États membres. C'est pourquoi des ministres des Affaires étrangères étaient présents lors de cette rencontre. En résumé, cher Victor, je dirais que cette rencontre était non seulement amicale mais aussi riche en contenu, et elle a une signification particulière pour la politique extérieure slovaque, en particulier après l'arrivée du nouveau président américain, Donald Trump. Merci beaucoup, Victor, d'être venu pour cette courte visite. Tu es toujours le bienvenu en Slovaquie. Merci. Je vous salue chaleureusement, mesdames et messieurs. Cher Premier ministre, cher Robert, nous devons nous habituer au fait que les choses changent rapidement en politique mondiale. Et ces changements rapides ne tolèrent pas les formalités. C'est pourquoi des rencontres de travail comme celle d'aujourd'hui deviendront de plus en plus fréquentes dans notre vie quotidienne. C'est ce qui s'est passé lors de notre rencontre aujourd'hui. Je suis très heureux et reconnaissant que le Premier ministre m'ait présenté ses plans pour cette année. Je l'ai également informé des nôtres. Nous avons identifié des points de contact communs et des tâches qui nous attendent durant cette période. De plus, les amitiés personnelles entre Slovaques et Hongrois ont une valeur bien plus grande. Les Slovaques et les Hongrois ont une grande chance à cet égard, car notre relation a une longue tradition. Je suis un grand admirateur du Premier ministre depuis de nombreuses années, et notre amitié personnelle permet à nos gouvernements de se rencontrer de manière très fraternelle et de se mettre d'accord sur les questions nécessaires. J'ai été surpris d'apprendre qu'en Slovaquie, il y a un débat vif concernant l'orientation de la politique étrangère du pays. Je suis d'accord avec le Premier ministre, il ne peut y avoir de doute sur le fait que la Slovaquie et la Hongrie sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et cela restera ainsi. Même en Hongrie, nous avons organisé des référendums sur ces deux questions. Donc, le gouvernement n'a pas l'intention, ni la possibilité, de changer cela. Cependant, dans le monde occidental, auquel nos deux pays appartiennent, de grands changements ont eu lieu ces derniers jours. Nous, Hongrois, sommes souvent évoqués comme ceux qui se sont isolés en politique étrangère. En comparaison,
Depuis hier, nous faisons partie du courant principal, nous sommes devenus le mainstream. C'est-à-dire que le monde occidental repose sur deux jambes, l'une européenne, l'autre américaine. Dans tout le monde occidental, depuis hier, nous formons la majorité. Les idées qu'on disait encore il y a quelques jours être synonymes d'isolement sont désormais devenues mainstream. Et nous sommes revenus dans le courant principal de l'histoire. Cela est vrai. Et c'est ainsi que, si vous avez écouté les nouvelles d'hier et le discours d'inauguration, cela s'applique à la migration, à la famille et à toutes ces questions. C'est le nouveau courant principal. Quant à savoir s'il y a un changement dans la politique étrangère, ce n'est pas une question, car ce changement est justement en train de se produire. Et nous, en tant que deux pays voisins, notre tâche est d'harmoniser, de coordonner nos activités et de décider comment réagir à ces changements. J'ai dit au Premier ministre que le changement était désormais une réalité et qu'en 2025, nous ferons tout pour que la paix en Europe soit rétablie le plus rapidement possible. J'ai aussi dit au Premier ministre qu'il y a encore deux endroits dans le monde où l'on ne voit pas que tout a changé très rapidement. L'un de ces endroits est Bruxelles, où l'on continue de mener une politique de guerre et une rhétorique de guerre. Je souligne qu'ils devraient se ressaisir, mais ils continuent encore à encourager cela. Mais ils ont encore besoin de temps pour comprendre, surtout en ce qui concerne Kiev. Je dois dire que le fait que Bruxelles veuille encore financer la guerre est une mauvaise nouvelle pour nous. Pour l'économie, l'intention de continuer la guerre est une mauvaise nouvelle. La poursuite des sanctions, cette intention également, est une mauvaise nouvelle. La Hongrie a subi des pertes de plusieurs milliards en raison des sanctions. Et nous étions heureux que votre Premier ministre ait élevé la voix sur le fait que l'interruption du transit de gaz soit défavorable à la fois pour la Hongrie et pour la décision de l'Ukraine. La Hongrie a longtemps dit que non seulement cet aspect, mais l'ensemble du système de sanctions est négatif pour toute l'Europe et certainement mauvais pour la Hongrie. Nous avons absolument besoin de prix de l'énergie bas. Ce que fait Kiev aujourd'hui, cela fait augmenter les prix de l'énergie. Ce qui ne se fait pas à Bruxelles, cela fait augmenter les prix de l'énergie. Les familles ne peuvent pas supporter cela, les entreprises non plus. Cela dépend uniquement de nous. Il suffit de prendre une décision politique, comme l'ont décidé les 27 pays, et d'engager la Commission à préparer des prix bas pour l'Europe d'ici juin. La décision actuelle de Kiev va exactement à l'encontre de cela. Donc, mesdames et messieurs, nous voyons clairement que lors de notre réunion d'aujourd'hui, qui a ouvert l'année, nous avons formulé toutes les questions importantes. J'ai aussi dit au Premier ministre qu'après la fin de la guerre, il ne sera pas facile de trouver la bonne direction. Parce que même si la guerre se termine, il y aura une énorme quantité d'armes. Et pour les voisins, comme la Hongrie, cela reste un facteur de risque. Le danger ici sera toujours que l'argent qui nous appartient, l'argent des Slovaques et des Hongrois, soit détourné vers l'Ukraine. Il y a cette tentation chaque jour et nous devons la défendre chaque jour. Cela concerne peut-être davantage la Hongrie, mais cela touche aussi, dans une certaine mesure, la Slovaquie, car nos agriculteurs, nos entreprises qui dépendent de l'agriculture, s'inquiètent de la possibilité de laisser passer sans restriction les produits agricoles en provenance d'Ukraine. Donc, si nous voulons protéger nos intérêts, une coopération régionale sera indispensable. Et sur la base de nos discussions d'aujourd'hui, je peux dire que notre coopération avec l'Ukraine en 2022, selon notre accord d'aujourd'hui, sera opérationnelle. Ensuite, je voudrais dire qu'en termes de coopération bilatérale, nous avons de très bonnes nouvelles. Cela faisait longtemps que nos relations commerciales n'étaient pas aussi réussies qu'aujourd'hui. Je parle ici du point de vue de la Hongrie. Maintenant, pour la première fois, je vois que, dans le domaine du commerce, la Slovaquie est devenue le deuxième partenaire commercial le plus important de la Hongrie. Donc, après l'Allemagne, la Slovaquie est le deuxième partenaire commercial le plus important. Cela place la Hongrie devant la Roumanie, la Pologne, l'Autriche, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, ou peut-être cela l'avait-il été, mais c'était tellement loin que nous ne nous en souvenons même plus. C'est une valeur fantastique pour toutes les relations commerciales entre nos deux pays. Cela inclut aussi la coopération entre nos deux pays, car nous avons construit des ponts, ouvert des corridors énergétiques, connecté nos réseaux énergétiques, et l'interconnexion de nos réseaux de gaz permet maintenant d'augmenter la capacité de 1 million de mètres cubes. Cela aidera les deux pays, mais surtout la Slovaquie. Parce que si vous ne recevez pas de gaz en provenance d'Ukraine, vous recevrez du gaz par la Hongrie, via la Hongrie, ou bien de l'Ouest à des prix très élevés. La Hongrie a donc maintenant une plus grande responsabilité envers la Slovaquie et remplira ses engagements. J'ai confirmé cela au Premier ministre, que nous reconnaissons ses responsabilités et nous les remplirons. Et en ce qui concerne les conflits politiques, peut-être que tu te souviens, cher Premier ministre, cher Robert, que nous avons reçu des réactions chaleureuses et froides concernant l'interconnexion des réseaux. Les experts disaient alors, parce qu'ils ont parfois de telles opinions professionnelles, que cela ne reviendrait jamais,
que c'était un investissement inutile. Aujourd'hui, en 2025, si ce réseau n'existait pas, la Slovaquie et la Hongrie ne recevraient du gaz que de l'Ouest. Et c'est justement ce gazoduc qui permet l'approvisionnement en gaz en provenance du Sud. C'est une première expérience importante qui prouve que les décisions stratégiques ne doivent jamais être confiées aux experts. Nous devons toujours les prendre au niveau politique, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un accord entre nous pour augmenter la capacité de 900 millions, environ 1 milliard de mètres cubes. Je vais m'arrêter ici. Je pourrais encore continuer longtemps. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, mais pour l'instant, cela suffit. Dans le courant de l'année, il y aura d'autres réunions de travail entre nos pays. Je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui et aussi pour votre soutien. L'invitation reste ouverte pour le Premier ministre. Nous serions heureux de vous accueillir à Budapest à tout moment. Télévision slovaque. Bonjour, Premier ministre Robert Fico. Monsieur le Premier ministre, je voudrais rebondir sur la question de l'énergie. Dans quelle mesure cette alternative pour le transit du gaz en direction de la Turquie et à travers d'autres pays serait-elle économiquement avantageuse, ou non, pour la Slovaquie, comparée à celle à laquelle nous étions habitués, c'est-à-dire le transit via l'Ukraine? Et peut-être une question subsidiaire. La question du transit via l'Ukraine est-elle définitivement fermée, ou bien les négociations continueront-elles? Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Je tiens à témoigner du respect envers la partie ukrainienne et je le fais toujours lors des rencontres. La République slovaque manifeste ce respect par une grande aide à l'Ukraine, et le gouvernement de la République slovaque continue ses négociations. Vous savez que j'ai l'intention de rencontrer le président Zelensky pour discuter d'une seule et unique question, celle de l'arrêt du transit du gaz via l'Ukraine, qui a causé des dommages énormes à la Slovaquie et à toute l'Union européenne. Nous avons initié cette rencontre en lien avec Davos, où je ne pouvais pas me rendre aujourd'hui en raison de la session du Parlement national et du vote de confiance ou de défiance envers le gouvernement. Mais il est tout simplement inacceptable que quelqu'un vous envoie à l'avance un enregistrement d'une réunion qui ne s'est pas tenue, et vous demande de signer cet enregistrement. Cet enregistrement contenait tout ce dont je n'avais même jamais discuté avec le président Zelensky, et une phrase générale indiquant que l'Ukraine était prête à discuter d'une coopération énergétique avec la Slovaquie. Mais cette coopération énergétique, du point de vue de l'Ukraine, pourrait également signifier que nous leur fournirons de l'électricité. Il est incroyablement important, et nous avons attiré l'attention à ce sujet avec le Premier ministre de Hongrie, mon cher Victor, sur l'issue des négociations de paix en Ukraine. Que l'Ukraine reste un État souverain, ou si l'Ukraine devient un territoire où les grandes puissances se partagent leurs intérêts, cela déterminera également si le transit peut continuer ou non. Nous, la République slovaque, avons un intérêt majeur à ce que le transit via l'Ukraine continue en direction de la Slovaquie. Sans parler du fait que ce transit permet également le transit de gaz non russe, et maintenir cette route de transit via l'Ukraine permet à l'avenir à l'Ukraine, qui parle de ses propres réserves de gaz, d'exporter ce gaz depuis son territoire vers l'ouest. Ainsi, je reste intéressé par une rencontre avec le président Zelensky, mais il semble que l'Union européenne et l'Ukraine, comme l'a très bien dit le Premier ministre, ne comprennent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Quant à la première partie de votre question, monsieur le journaliste, je rajouterai que la Slovaquie a un contrat avec Gazprom pour l'approvisionnement en gaz à des prix déterminés, et aujourd'hui, le seul flux de gaz russe qui entre en Europe passe par la Turquie. Donc, si la Slovaquie a la possibilité de recevoir une partie du gaz russe via ce flux sud, cela diversifiera les options, et surtout, stabilisera les prix. Mais pour l'instant, nous parlons uniquement de la consommation intérieure. Nous ne parlons absolument pas du transit de gaz, sur lequel nous avons perdu environ 500 millions d'euros, ce qui représentait un revenu annuel pour le budget de l'État. Voilà le point de vue actuel sur les questions que vous avez soulevées. Si vous me le permettez, j'aimerais vous dire quelques mots. La décision de Kiev d'arrêter le transit du gaz ne met pas seulement en danger la Slovaquie, elle menace également les intérêts de la Hongrie. Cela menace la sécurité énergétique de toute la région. Je remercie le Premier ministre pour ses efforts pour résoudre cette situation par des négociations. Nous lui en sommes reconnaissants, et la Hongrie aussi. Mais maintenant, il est temps de dire que la manière dont l'Ukraine a refusé de discuter de cette question est inacceptable. Kiev nous envoie des déclarations agressives et hostiles, et ainsi, ces questions ne peuvent pas être résolues. Je dois dire que Kiev ne se tient plus aussi fermement pour pouvoir se permettre cela. Dans le monde, il se passe des changements qui affaiblissent leur position.
S'ils continuent à adopter des comportements agressifs et hostiles, ils en souffriront. Finalement, ils nous irriteront encore plus, et nous prendrons des contre-mesures. Il est inacceptable que les responsables de Kiev tentent aujourd'hui de contrôler et de façonner les événements en Europe. Nous sommes prêts à montrer du respect, mais nous attendons également ce respect de leur part, afin de pouvoir aborder ces questions. Peu importe ce que Bruxelles dit concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'Union européenne, une décision unanime est nécessaire. Cette décision sera prise par la Slovaquie et la Hongrie. Et Kiev peut penser qu'il a une position favorable avec la direction actuelle de Bruxelles, mais nous sommes des pays membres, tandis qu'ils sont un pays candidat à l'adhésion. Ils ne peuvent pas se comporter comme si Bratislava et Budapest allaient danser sur leur musique. Cela est impensable. Peut-être que sous l'administration démocratique américaine, cela aurait pu être le cas. Mais cela est terminé. Nous avons maintenant une situation différente. Chacun doit réévaluer sa position et la situation. Et j'ai l'impression que Kiev n'a pas encore pris la mesure du fait que la situation a radicalement changé. Au passage, si cela continue ainsi, non seulement nous, mais aussi Kiev, finiront par en pâtir. Je soutiens de tout cœur la position de M. Robert Fico et de la Slovaquie pour la reprise de ce transit. Je rajoute, cher rédacteur, qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai officiellement déclaré que je ne suis pas un serviteur de l'Ukraine, mais le Premier ministre slovaque. Et mon devoir est de protéger les intérêts nationaux de la République slovaque et de ses citoyens. Bien entendu, en tenant compte de la grave situation en Ukraine. Je reprends la phrase de Monsieur le Premier ministre lorsqu'il a constaté que Kiev n'est plus aussi fermement en place qu'il était peut-être sous l'administration du président Biden. Cher rédacteur, aujourd'hui, il n'est probablement pas fortuit qu'une tentative de renversement du gouvernement ait lieu. Monsieur Imeka, en tant que leader du parti d'opposition, a évoqué l'idée que nous allions effrayer et menacer la population slovaque avec un Maïdan. Quand il est impossible de vaincre un adversaire politique lors des élections démocratiques, d'autres méthodes sont utilisées. D'abord, ils veulent vous discréditer, ensuite ils veulent vous emprisonner, puis ils veulent vous abattre, après quoi ils essaient de vous convaincre de quitter la politique. Et lorsque des élections parlementaires se déroulent, ils ont tendance à ne même pas respecter leurs résultats, comme nous l'avons vu en Géorgie ou lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. Vous savez bien que nous avons lu quelque chose à ce sujet à la Chambre nationale. Je ne suis pas autorisé à vous informer sur le contenu d'un rapport confidentiel préparé par les services de renseignement slovaques. Je ne peux pas citer de nom, ni décrire les circonstances, mais je peux dire en toute sérénité que l'opposition slovaque se prépare à un Maïdan. L'opposition slovaque se prépare à occuper les bâtiments gouvernementaux, à entraver l'exercice du pouvoir exécutif, et à coopérer avec l'étranger. L'opposition slovaque n'a probablement pas remarqué que les rapports mondiaux ont radicalement changé. C'est pourquoi il était très important, aujourd'hui, de le dire à la Chambre nationale, à nouveau sans mentionner de détails spécifiques, que l'opposition slovaque est prête à ne pas respecter les élections si elle les perd, et à tenter de provoquer des élections anticipées en se basant sur un certain événement, par exemple si les forces de sécurité prenaient position lors de manifestations qui enfreindraient la loi. Le monde a totalement changé. Nos représentants de l'opposition peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils prétendent que nous parlons trop librement et ouvertement de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est notre devoir. Si nous ne nous préparons pas à ces changements, qui définissent l'avenir, nous finirons très mal. Le Premier ministre reconnaîtra que l'une des premières questions que le président américain soulèvera sera l'augmentation des dépenses de défense. Aujourd'hui, nous consacrons 2% de notre PIB aux dépenses de défense, et il se pourrait qu'un jour quelqu'un vienne et dise que si cela ne passe pas à 3 ou 4%, la coopération ne sera pas possible. Quelle est la réponse de l'opposition slovaque à l'OTAN? Eh bien, aucune, parce qu'ils ne savent pas répondre. Nous savons y répondre. Nous sommes d'accord pour un certain relèvement des dépenses, mais seulement à condition qu'une partie significative de ces dépenses soit utilisée pour des projets à double usage. Un bon exemple de cela est l'initiative du ministre de la Défense de la République slovaque et vice-premier ministre Robert Kaliak, qui, avec le budget du ministère de la Défense, construit pour 600 millions d'euros l'hôpital le plus moderne que nous ayons jamais eu sur le territoire de la Slovaquie. Ainsi, nous devons être prêts à relever les défis et par rapport à l'opposition slovaque, monsieur le rédacteur, non seulement nous ne sommes pas un pas en avant, mais nous sommes 10 longueurs devant, car je vois à quel point ils sont incompétents, statiques, comment ils restent dans la même position et pensent que l'ambassade américaine à Bratislava ou n'importe qui d'autre va résoudre leurs problèmes en Slovaquie. Merci, je vous en prie.
Si, avec Monsieur le Premier ministre, nous adoptons une position claire selon laquelle nous sommes des politiciens souverains, il est tout à fait naturel que nous soyons prêts à utiliser les instruments dont nous disposons au sein de l'Union européenne. À ce propos, que pensez-vous de l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et de son éventuelle entrée dans l'OTAN? Souvenez-vous de l'époque où j'étais parmi les politiciens qui ont bloqué ou verrouillé les quotas obligatoires pour les migrants, et je me souviens avec grand respect du courage de Monsieur le Premier ministre dans d'autres domaines où il a pris des décisions fermes. Il y a des décisions qui exigent l'unanimité au sein de l'Union européenne, et donc, quiconque cherche à obtenir un résultat sur la base de l'unanimité doit accepter qu'il existe des pays qui peuvent avoir une autre vision sur certaines questions. Le gouvernement slovaque soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, nous soutenons cela. Bien entendu, sous des conditions qui doivent être remplies. Nous serions malheureux si l'adhésion à l'Union européenne était uniquement une décision politique, comme cela a été le cas dans le passé pour d'autres pays. Et maintenant, souvenez-vous, chère rédactrice, de ce que je vais vous dire. Ceux qui soutiennent aujourd'hui le plus la guerre en Ukraine, ceux qui soutiennent aujourd'hui le plus l'Ukraine, seront ceux qui s'opposeront le plus à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pour des raisons nationales qui leur sont propres. Nous, en tant que gouvernement slovaque, la République slovaque, répétons, soutenons et voulons que l'Ukraine devienne un État membre de l'Union européenne. Bien sûr, sous réserve que les conditions nécessaires soient remplies. Passons maintenant à l'OTAN. Je n'ai plus de raison de changer de position, car je suis convaincu que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un point qui annulerait complètement toute idée de négociation de paix. Les négociations de paix doivent être fondées sur la prémisse que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est exclue. Ensuite, nous pourrons discuter d'autres conditions. La République slovaque, et pardon Victor, je me permets de le dire, ni la Hongrie ne sommes de grands acteurs capables de décider si l'Ukraine recevra ou non une invitation à rejoindre l'OTAN. Mais pour nous, pour la Slovaquie, pour mon gouvernement, tant que je serai en poste et que j'aurai la possibilité de contrôler la position de Premier ministre de la République slovaque, je répète que je conseillerai toujours aux députés de la Chambre nationale de ne jamais accepter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car cela représenterait un risque de sécurité pour nous tous, un risque que je qualifierais même de risque lié à une troisième guerre mondiale. Nous en sommes clairs. L'opposition slovaque a une vision différente. L'opposition slovaque dit que l'Ukraine doit être immédiatement admise dans l'OTAN, et même l'opposition slovaque dit ouvertement, comme elle l'a déclaré lors de sa visite à Kiev chez le président Zelensky, qu'elle est prête à envoyer des soldats slovaques dans des forces armées qui seront probablement partie intégrante de certains accords de paix, et ces accords de paix auront lieu. Pour nous, pour la Slovaquie, encore une fois, pour mon gouvernement, je répète, je ne serai jamais d'accord pour envoyer des soldats en Ukraine, car la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre. Et je n'accepterai jamais la rhétorique que nous entendons ici, selon laquelle l'Union européenne est en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes en guerre ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine. Nous sommes un pays pacifique, nous voulons des solutions pacifiques et nous voulons une coexistence pacifique. En ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. Et je n'en parlerai pas. Je ne le ferai pas, car c'est un simple tour de communication pour en parler. Il n'y a aucune raison d'en discuter. La situation actuelle est telle que la cause de la guerre ukraino-russe et que les Russes se sont clairement exprimés, indiquant qu'ils sont prêts à empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, même par des attaques militaires. La question n'est donc pas de savoir si nous voulons offrir à l'Ukraine l'adhésion à l'OTAN, mais de savoir si nous voulons entrer en guerre contre la Russie. L'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN signifierait un engagement militaire. La Hongrie ne considère pas cela comme sa propre guerre. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix soit préservée, et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN équivaut à la guerre. C'est pourquoi nous ne le soutenons pas. En ce qui concerne l'adhésion à l'Union européenne, la situation est telle que si l'Ukraine rejoignait l'Union européenne aujourd'hui, cela détruirait la Hongrie. L'Union européenne n'a pas l'argent nécessaire pour accepter l'Ukraine dans l'Union européenne et nous ne voulons pas détruire notre propre pays. À ce prix-là, nous n'accepterons pas l'Ukraine dans l'Union pour détruire l'économie hongroise. Nous détruirions des milliers de petites entreprises hongroises, des centaines de milliers de familles, et tout l'argent que l'Union européenne dispose actuellement pour l'économie devrait être utilisé pour l'Ukraine. Et les Slovaques préféreraient soutenir l'Ukraine ou développer leur propre économie. C'est pourquoi notre position est de dire oui aux négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais sur plusieurs décennies, avec une fin ouverte. Comme dans la vie, comme nous réussirions à préserver le niveau de vie des citoyens de l'Union européenne, que ce soit des Polonais, des Slovaques ou des Hongrois. Et tant que nous n'avons pas de réponse à cette question,
Nous ne pouvons pas dire oui à cette proposition. Il faut travailler dessus, mais ces réponses ne sont pas encore connues aujourd'hui. Et encore, si vous me permettez, je voudrais dire qu'à la fin de la journée, lorsque nous prendrons une décision, cela ne fonctionnera pas si l'Ukraine traite les habitants des pays voisins de cette manière. Si l'Ukraine continue de communiquer avec nous comme elle le fait, qui votera au Parlement hongrois en faveur de mesures favorables à l'Ukraine? Si elle nous parle comme si nous étions ses serviteurs, comme si elle nous insultait, cela n'aura pas une fin positive. Donc, l'Ukraine doit régler ses problèmes avec la Slovaquie et la Hongrie, elle doit respecter ses pays voisins. Et quand j'écoute les dirigeants de l'Union européenne, je ne l'entends pas, je ne le perçois pas. Quelle est la situation actuelle? Les Ukrainiens ont perdu une grande partie de leur territoire, mais ils se comportent comme s'ils étaient dans une position où ils pouvaient dicter, alors qu'ils doivent savoir aussi comment demander. Cette politique n'est pas viable.